Au cœur d'une France autrefois fière de ses cathédrales industrielles, de ses forges géantes, de ses laboratoires avant-gardistes, il y a aujourd'hui le silence. Un silence lourd, pesant, celui d'une usine à l'arrêt, ses machines figées, ses cheminées froides. Des milliers de vies autrefois rythmées par le sifflement des turbines, le cliquetis des chaînes de production, sont désormais suspendues. Leurs regards ne sont plus tournés vers un avenir que la nation bâtissait, mais vers un horizon incertain, assombri par la peur et la trahison. C'est l'image d'un héritage bradé, d'une souveraineté évidée, laissée en pâture à des appétits étrangers. Ce n'est pas une fiction apocalyptique, c'est le miroir d'une réalité amère, celle du démantèlement silencieux d'une puissance qui se croyait éternelle. On vous a dit que Alstom, ce fleuron de l'ingénierie française, fut simplement vendu à General Electric en l'an 2014, une transaction économique, un mal nécessaire pour sa survie, une bonne affaire pour les actionnaires, un mensonge. Une fable contée pour endormir la conscience nationale. La vérité est plus sombre. Alstom n'a pas été vendu. Il a été dépecé, extorqué, livré. Un acte d'une brutalité inédite, dissimulé derrière le voile de la légalité et la rhétorique du marché. Ce n'était pas une négociation, c'était un piège, une opération stratégique, un véritable crime d'État contre les intérêts fondamentaux de la France. Une capitulation sous la contrainte qui a non seulement sacrifié des milliers d'emplois, mais aussi l'indépendance énergétique et la souveraineté technologique d'une nation. Comment un tel hold-up a-t-il pu se produire? L'arme n'était pas un char ni un missile, mais un article de loi, le Foreign Corrupt Practices Act, le FCPA américain, une arme juridique redoutable, dotée d'une portée extraterritoriale terrifiante. C'est elle qui a servi de cheval de Troie. En l'an 2012, Frédéric Pierucci, cadre dirigeant d'Alstom et responsable de la division chaudière, est arrêté à l'aéroport de New York, accusé de corruption en Indonésie. Un homme pris en otage pour faire plier une nation entière. L'accusation? Des faits parfois anciens, parfois indirects, mais la machine judiciaire américaine est implacable. Elle ne recherche pas seulement la justice, elle recherche la puissance, l'information, le contrôle. Le ministère de la Justice américain, le DOJ, n'a jamais caché son intention. Son objectif? Déstabiliser Alstom, le grand concurrent de General Electric sur le marché des turbines. Alstom, l'acteur clé dans la construction des centrales nucléaires françaises, l'entreprise qui détenait un savoir-faire inestimable et stratégique. Le montant de l'amende réclamée? Des milliards de dollars menaçant de faire s'effondrer le groupe. Le choix était simple, la mort de l'entreprise ou sa vente forcée. Face à cette épée de Damoclès, la France était prise au dépourvu. Son élite politique, incapable de défendre son champion national, a cédé. Le gouvernement français d'alors et son ministre de l'économie de l'époque ont d'abord tenté de résister. Mais la pression était immense. Le scénario était écrit d'avance. La menace de lourdes amendes pour d'autres dirigeants d'Alstom et la perspective d'une interdiction d'accès au marché américain, une quasi-condamnation à mort pour une entreprise de cette envergure, ont rendu toute résistance vaine. General Electric, grand prédateur américain, est arrivé en sauveur, proposant de racheter la branche énergie d'Alstom pour la somme de 9,7 milliards d'euros. Une somme dérisoire pour la perle industrielle qu'elle représentait, pour la souveraineté qu'elle incarnait, pour le contrôle de technologies aussi vitales que les turbines Arabelle, équipant l'essentiel du parc nucléaire français. Le piège s'est refermé. Alstom fut contraint de vendre ses activités énergie, cœur névralgique de ses compétences dans les turbines pour centrales nucléaires, hydroélectriques et thermiques. Le droit de veto de l'État français, récemment institué par le ministre Arnaud Montebourg pour protéger les entreprises stratégiques, est resté lettre morte face à la férocité de l'offensive américaine. Les justifications furent multiples: sauver l'emploi, assurer la pérennité de l'entreprise, partenariat stratégique, des mots creux, masquant la vérité d'une capitulation. Le citoyen lambda, ignorant les arcanes de cette guerre économique,
fut privé de tout pouvoir, de toute voix, spectateur impuissant de la spoliation de son patrimoine industriel et stratégique. Ce n'était pas une transaction, c'était un démembrement orchestré par une puissance étrangère, validé par une élite nationale défaillante. L'histoire, infatigable répétitrice de ses propres schémas, nous offre des échos glaçants. Retournons en l'an 1956. Le canal de Suez, artère vitale du commerce mondial, est sous contrôle anglo-français, un symbole de puissance coloniale, certes, mais aussi un actif stratégique majeur pour ces deux nations européennes, une route essentielle pour leur approvisionnement énergétique et leurs échanges. Le dirigeant égyptien Gamal Abdel Nasser décide de nationaliser le canal, rompant ainsi avec les accords précédents. La France et le Royaume-Uni, fiers de leur empire déclinant, réagissent pointeurs militairement par l'opération Mousquetaire, une tentative désespérée de reprendre le contrôle par la force, de réaffirmer leur souveraineté sur une ressource cruciale. Les parachutistes sont déployés, les navires de guerre sont en route, dans l'espoir de rétablir un ordre ancien. Mais le monde avait changé. Les États-Unis d'Amérique, nouvelle puissance hégémonique, et l'Union soviétique, montante, n'allaient pas tolérer cette résurgence d'un impérialisme dépassé, risquant d'embraser toute la région. Sous la pression concertée de Washington et Moscou, et surtout sous la menace d'un effondrement économique orchestré par les États-Unis qui refusent de soutenir la livre sterling et le franc et menacent de vendre leurs réserves de devises, l'opération est un fiasco. Londres et Paris sont contraints de retirer leurs troupes dans une humiliation sans précédent. Ils perdent non seulement le contrôle du canal, mais aussi une part de leur prestige, une part de leur souveraineté mondiale, et la démonstration que leur autonomie stratégique était désormais sous tutelle américaine. Cet épisode de Suez marque un point de rupture. Il a révélé la fragilité des vieilles puissances européennes face à l'ordre mondial émergent. Ce n'était pas une vente, mais une dépossession. Une humiliante leçon de géopolitique où la force brute ne suffisait plus face à l'arme économique et diplomatique, maniée avec une précision chirurgicale par la nouvelle puissance dominante. La France et le Royaume-Uni furent contraints de céder un atout stratégique majeur, non pas parce qu'ils le désiraient, mais parce qu'ils n'avaient plus les moyens d'y résister face à une pression externe colossale, menaçant leurs économies mêmes. La perte de Suez fut plus qu'une défaite militaire. Ce fut une démonstration éclatante de la vulnérabilité d'une nation face à une puissance supérieure capable de dicter sa volonté par des moyens non conventionnels, menaçant la stabilité économique et la survie politique de ses adversaires. C'était la fin d'une ère et le début d'une nouvelle soumission, parfois insidieuse, où les décisions cruciales pour la vie d'une nation se prennent loin de ses frontières, sous la menace. Pour les citoyens ordinaires, les conséquences furent multiples. Au-delà de la perte de fierté nationale, ce fut la confirmation que les décisions les plus vitales pour leur pays pouvaient être prises sous la contrainte d'acteurs étrangers. Ce fut la perte d'une influence qui, même lointaine, garantissait une certaine sécurité économique et géopolitique. Les emplois liés au canal, les revenus qu'il générait pour les compagnies nationales, tout cela fut transféré, se diluant dans l'économie globale. Une invisibilité de la souffrance pour le quotidien, mais une réelle amputation de la prospérité future et de la capacité d'agir de la nation sur la scène mondiale. Le sentiment d'impuissance, la désillusion face à l'incapacité des dirigeants à protéger les intérêts vitaux de la nation, commençaient à gangrener le tissu social. Une fissure s'ouvrait entre le peuple et ses élites, accusées d'avoir capitulé face à la pression étrangère. L'histoire rime toujours, et ces rimes sont souvent douloureuses pour ceux qui en subissent le poids. Ce qui arriva alors à la France et au Royaume-Uni lors de l'affaire de Suez, ce sentiment d'étranglement par une puissance extérieure, cette capitulation forcée pour un actif stratégique, résonne aujourd'hui. Il résonne dans les couloirs silencieux des usines d'Alstom, jadis berceau d'une ingénierie de pointe, aujourd'hui sous pavillon étranger. Hier, un canal vital pour le commerce et le pétrole. Aujourd'hui, nos turbines nucléaires,
le cœur de notre souveraineté énergétique. Hier, la menace d'un effondrement économique. Aujourd'hui, l'emprisonnement de nos cadres, la menace de l'amende du siècle. La méthode a évolué, les armes se sont sophistiquées. Les canons ont été remplacés par des articles de loi au rayon d'action mondiale, les navires de guerre par des amendes colossales. Mais l'objectif reste le même, déposséder une nation de ses actifs stratégiques, la rendre dépendante, la priver de son pouvoir de décision, l'affaiblir pour le bénéfice d'une puissance rivale. L'histoire ne se répète pas à l'identique, mais les schémas de la prédation géopolitique, eux, sont éternels. L'effondrement n'est pas une explosion soudaine, c'est un lent délitement, une gangrène silencieuse. Après la vente d'Alstom, les signes avant-coureurs de cette vulnérabilité nouvelle se sont multipliés, implacables. La France, nation nucléaire, se retrouve désormais dépendante de General Electric pour la maintenance et la technologie de ses propres turbines Arabelle qui équipent la quasi-totalité de son parc de centrales. Une dépendance stratégique, un bras armé de l'ennemi potentiel planté au cœur de notre autonomie énergétique, capable de menacer notre capacité à produire notre électricité. Des milliers d'emplois français ont disparu, des sites industriels emblématiques ont été vidés, des savoir-faire patiemment accumulés au fil des décennies se sont évanouis, transférés ou abandonnés. La relance de l'industrie nucléaire française, pourtant vitale pour notre transition énergétique et notre indépendance face aux crises géopolitiques, est entravée par cette dépendance technologique, cette perte d'expertise nationale. Qui contrôle nos réacteurs? Qui détient les brevets, les clés de notre énergie? La réponse est claire. Un acteur étranger, dont les intérêts ne sont pas les nôtres. C'est le prix de la capitulation. Cette affaire n'est pas un cas isolé. Elle est un symptôme d'une maladie plus profonde. La dilution progressive de notre souveraineté économique et industrielle sous le poids de pressions externes et de décisions internes défaillantes, souvent teintées d'une idéologie de soumission au marché global. C'est l'avertissement que ce qui peut être vendu sous contrainte aujourd'hui est demain un atout perdu, une faiblesse exploitée. Dans les 5 à 10 prochaines années, si cette tendance se poursuit, si la France ne reprend pas le contrôle de ses actifs stratégiques, les conséquences seront cataclysmiques. Nous serons une nation sous perfusion technologique, incapable de produire son énergie de manière autonome, de défendre son industrie, de garantir son indépendance face aux chocs futurs. L'affaire Alstom n'est qu'un prélude à d'autres démantèlements, à d'autres ventes forcées de nos joyaux industriels, de nos centres de recherche, de nos entreprises de défense, sous prétexte de rationalisation ou de survie économique. La vision d'une France vassale, soumise aux caprices économiques et géopolitiques d'autres puissances, n'est pas une dystopie lointaine. C'est le chemin sur lequel nous nous engageons, pavé de bonnes intentions et de capitulation. Les emplois ne reviendront pas. Les technologies perdues ne se reconstruiront pas en un claquement de doigts. Notre capacité à peser sur la scène internationale, à protéger nos citoyens, à offrir un avenir digne à nos enfants, sera gravement compromise. Le crime contre Alstom est un crime contre la France de demain. Face à cette défaillance étatique, face à la trahison des élites, l'individu n'est pas sans recours. La première des protections est la connaissance, comprendre les mécanismes de cette prédation, ces guerres économiques modernes. Savoir que votre prospérité future n'est pas garantie par les institutions qui vous trahissent, mais par votre propre résilience. Ensuite, l'action concrète. La solution réside dans ce qui ne peut être spolié, ce qui ne peut être vendu par décret, ce qui résiste aux pressions extérieures et aux trahisons intérieures. Investissez dans l'or physique, valeur refuge millénaire, rempart contre l'effondrement des monnaies, la dévaluation forcée et l'instabilité systémique. Possédez la terre, cette ressource tangible, ultime bastion de souveraineté alimentaire, d'autonomie et de stabilité face au chaos. Mais surtout, cultivez les compétences, celles qui sont rares, celles qui sont essentielles, celles qui vous rendront indispensables, capables de produire, de créer, d'innover,
quels que soient les aléas politiques et économiques. Devenez irremplaçable, en dehors des systèmes que l'on peut démanteler. N'attendez rien de ceux qui ont déjà prouvé leur faillite, leur faiblesse ou leur complicité. La survie n'est pas une question d'accumulation passive, mais de résilience active. Devenez maître de votre propre destin, car l'État, comme l'a prouvé l'affaire Alstom, peut vendre le vôtre. Le crime d'Alstom n'est pas qu'une simple transaction commerciale. C'est la chronique d'une trahison annoncée, le symbole d'une ère où la souveraineté nationale est mise aux enchères. C'est un rappel brutal que l'histoire ne se répète pas toujours comme une tragédie, mais souvent comme une farce, avant de redevenir une tragédie pour les citoyens qui en paient le prix. Comprendre ces mécanismes, décrypter ces rimes mortelles de l'histoire, c'est armer votre esprit, pour ne plus être la victime silencieuse des décisions prises dans l'ombre, pour ne plus laisser votre avenir être vendu au plus offrant. Rejoignez l'Archive du Capital. Chaque semaine, nous révélons les crimes, les manipulations, les effondrements qui façonnent notre monde. Pour que la vérité ne reste pas enfouie, pour que vous ne soyez pas la prochaine victime. Abonnez-vous. La connaissance est votre seule défense.